Bon, ici, une question assez simple. Hein. Bon, on a affaire à un phénomène périodique ici, et on demande d'écrire, voilà, sous forme de complexe, voir le signal, quoi. Le signal. Bon, je vous rappelle que quand j'utilise les complexes, c'est la partie réelle que je prends, c'est-à-dire c'est le cosinus. Hein. C'est la partie réelle, je prends le cosinus. Bon, c'est vrai que les études, on peut les faire en sinus ou en cosinus, je vous l'ai dit dès le départ quand j'ai étudié les ondes. Il s'avère que quand je fais de l'électricité, je prends les ondes électriques comme étant des sinus. J'aurais pu prendre des cosinus, c'est pas un problème. Voilà, de toute façon, j'ai toujours dit, je pars du principe que c'est de la trigonométrie. Donc, un sinus, on peut ramener un cosinus. Voilà. Un sinus, on peut ramener un cosinus. Donc, c'est-à-dire que si je suis avec les ondes, j'utilise beaucoup plus le cosinus. Enfin, ça dépend. Parfois, j'utilise les ondes avec des sinus et parfois avec des cosinus. Voilà, on va se dire ça comme ça. Alors, quand j'utilise avec des sinus, je le dis. Je le dis. Voilà, je le dis. Mais quand j'utilise les complexes, généralement, quand j'utilise les complexes, je remets les ondes en cosinus. Voilà, quand j'utilise les complexes. Je travaille avec la partie réelle de Z. C'est ça que... Bon. Mais maintenant, il y a des ondes, quand je n'utilise pas les complexes, je les mets en sinus. Hein. Voilà, je les mets en sinus. Et alors, autre chose, si je travaille en électricité, les ondes électriques, je les travaille en sinus. Donc, parfois, je travaille en sinus, par exemple, avec les ondes électriques courantes, force électromotrice tension, je travaille en sinus pour les ondes, pour, pour les ondes électriques. Mais maintenant, quand il s'agit de ondes mécaniques de deux choses, ou des ondes sonores, ou peu importe quel type d'ondes, qui sont autres qu'électriques, à ce moment, je peux travailler avec du cosinus. De temps en temps, je peux travailler avec du cosinus quand j'utiliserai les complexes. Sinon, je resterai en sinus. Alors, je rappelle que la différence entre sinus et cosinus, c'est qu'il y en a un, il est sur l'axe des X. Quand on a une projection d'une onde mécanique, voilà, sur l'axe des X, c'est en sinus. Voilà, et si on projette sur l'axe des Y, c'est en cosinus. C'est juste ça. Je m'excuse, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand on projette sur l'axe des X, c'est du cosinus. Quand on projette sur l'axe des X, c'est du cosinus. Quand on projette sur l'axe des Y, c'est du sinus. Voilà, c'est juste ça. Mais quand j'utilise les complexes, je projette sur l'axe des X. Donc, voilà, j'utilise le cosinus. Donc, pour les ondes, je peux utiliser aussi bien le sinus que le cosinus. De toute façon, je le dis. Je le dirai. Quand c'est électrique, c'est d'office des sinus que j'utilise. Mais ça veut dire que si c'est des ondes électriques, quand j'ai un cosinus, je me ramène en sinus. Quand c'est des ondes électriques, comme je travaille en sinus, supposons que j'ai du cosinus. Ben, comme je travaille avec les ondes électriques en sinus, je dois me ramener en sinus. C'est pas un problème. Maintenant, quand ce sont les ondes, ben, si j'ai du cosinus, je transforme en sinus. Si j'ai du sinus, ben, je reste en sinus. Voilà. Et maintenant, si ce sont des ondes que je mets sous forme complexe, c'est-à-dire qu'il me faut absolument du cosinus parce que je prends comme principe de prendre la projection sur l'axe des X, donc je prends le cosinus. Si c'est des complexes, voilà, c'est mon choix. J'aurais pu prendre sur l'axe des Y. Ben, quand je travaille avec des complexes, je mets sur l'axe des... Donc si j'ai un sinus, il faut que je remette en cosinus. Si j'ai un cosinus, ben je l'ai. Je l'ai. Voilà. Alors, sachez que quand on travaille avec des complexes, mais on a des complexes. Hein. Voilà, on va se dire ça comme ça. Et que si vous voulez le cosinus, vous allez chercher la partie réelle. Et donc, ici, dans ce signal-là, on a tout. Puisqu'on a l'amplitude. L'amplitude, vous voyez, elle vaut 10. L'amplitude, elle vaut 10. Donc, on a déjà l'amplitude. Alors, les informations qu'il faut dans les ondes, elles sont de trois types. Trois types. On a besoin, pour définir un signal, on a besoin, voilà, de l'amplitude, de la fréquence et de la phase initiale. Voilà. Bon, je vous rappelle que c'est un signal temporel hein, c'est f de t. Voilà, c'est une fonction du temps. C'est une fonction du temps. Alors, ici, moi, l'onde, c'est psi de t. Hein. L'onde, c'est une caractéristique qui est psi. Voilà. Sa nature, elle est peut-être électrique, peut-être mécanique, peu importe, on s'en fout. En tout cas, on a psi de t. Voilà. Mais en tout cas, quand on a la fréquence, on a la période. Quand on a la période, on a la pulsation. Et avec ces deux-là, on peut trouver la pulsation. Donc, on a besoin d'une phase initiale.
d'une amplitude de départ. Donc voilà, c'est plusieurs paramètres. Donc ce qui veut dire que l'onde, au niveau scalaire, elle s'écrira alors ici j'ai dit que je prenais un cosinus. Voilà, psi de t sera cosinus. Oméga t plus phi 0. Voilà. Alors l'amplitude, je l'ai. Bon, il suffit de le lire dans le graphique. Bon, l'amplitude, c'est 10. Bon. Donc l'amplitude, elle est connue. La pulsation, je peux la connaître puisque je connais la période. La période, elle vaut 0, c'est 1 centième de seconde. 1 centième de seconde. Ce qui veut dire que la fréquence, c'est l'inverse, c'est 100 Hz. Voilà. Et la pulsation, c'est 2 pi f. Donc c'est 200 fois pi. 200 fois pi. Donc, vous voyez que ici, on a déjà presque tout. Voilà. Psi de t, c'est 10 cosinus 200 pi t plus phi 0. Plus phi 0. Alors, la phase initiale, c'est facile, hein, parce que ici, c'est un sinus, c'est d'office un sinus, c'est une fonction sinusoïdale. Voilà, elle démarre on voit bien que c'est un sinus, hein, c'est une fonction sinus. En fait, ici, c'est un sinus. Voilà. Mais moi, je vais l'exprimer en fonction du cosinus. Donc, ce qui veut dire que le signal qu'on a, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, je vais faire d'abord, en gros, 200 fois pi, c'est 314 fois 200, ce qui fait 314 fois 2. Bon, je m'arrête à 2, je me suis arrêté à 2 décimales ici, hein. Ça fait 628. Donc on a 628T. Donc le signal, il est de type sinusoïdal, hein. Voilà. Donc c'est, on va dire. Alors, oui, autre chose, je voulais faire une petite remarque. Si vous avez un sinus que vous devez ramener en cosinus, enfin, vous devez voir, c'est pas ça que je voulais dire. Si vous devez voir le déphasage, mais vous pouvez exprimer le déphasage par rapport à une fonction sinus ou cosinus. Si vous êtes habitué à voir le déphasage, la phase initiale, quand je parle de la phase initiale, hein, quand je dis déphasage, c'est par rapport au zéro. Voilà, la phase initiale, c'est un déphasage par rapport au zéro. Alors, si vous êtes habitué à travailler avec le sinus, vous travaillez en sinus et puis vous revenez en cosinus. Maintenant, si vous êtes habitué à travailler en cosinus, maintenant, si vous êtes déjà en cosinus, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez vous ramener en sinus, il faut faire le... Voilà. Ça, pour voir la phase initiale, vous travaillez soit en sinus ou en cosinus. Voilà. Alors, par exemple, ici, je ne vais pas ramener en cosinus parce qu'on a déjà un sinus. J'aurais pu le travailler en cosinus. Hein. On voit bien que c'est un décalage du cosinus depuis demi, je vous le dis tout de suite. Mais on voit bien que c'est la fonction sinus directement. Donc, je ne vais pas commencer à revenir sur un cosinus, sachant que j'ai directement un sinus. Je ne vais pas commencer à faire la réflexion du cosinus pour ramener vers le sinus, alors que j'ai directement une fonction sinus que je vais ramener vers un cosinus. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire que, bon, si vous êtes habitué à travailler avec la fonction sinus pour voir la phase initiale, mais ici, la phase initiale, elle est nulle. Phi 0 égale 0 en sinus. Hein. Attention, en sinus. Donc, ce qui veut dire que le signal, il vaut 628T plus phi 0 qui est égal à 0. Bien sûr, l'amplitude, c'est 10 sinus. Et voilà le signal. Voilà, que vaut psi de t. Au niveau scalaire, donc ce qui fait 10 fois sinus 628 t. Voilà, phi 0 vaut 0. Parce qu'on a un signal pur sinus. Et maintenant, comme je travaille avec les complexes, je vous ai dit qu'il faut que je me ramène en cosinus. Donc, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup un travail de sinus-cosinus. Hein, voilà la phase initiale du sinus par rapport à un cosinus, retransformé en... C'est le point de vue trigonométrique de la fonction. C'est le point de vue de la fonction trigonométrique à aller chercher, je veux dire, sa phase initiale et le transformer en sinus ou en cosinus qui fait le plus gros du travail. Je peux vous dire la vérité. C'est que ça, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre qui... Voilà, parce que l'amplitude, je l'ai. Je vous ai dit que ça dépendait de l'amplitude. Ça, on l'a.
ça dépendait de la pulsation, mais ça je l'ai. Voilà. Et ça dépendait de, comment on appelle ça, de... Alors, oméga c'est en radians par seconde, hein, je vous rappelle. Voilà. Alors, l'amplitude, on ne sait pas ce que c'est comme unité, parce que j'ai pris psi de t, on ne sait pas ce que c'est, donc bon, c'est une unité, il y a une unité. C'est une unité, on va dire, unité d'onde. Il y a une unité d'onde. Voilà. Quel type d'onde, je ne sais pas, parce que bon, on ne sait pas ce qu'on a ici. On ne sait même pas ce que c'est comme type d'onde, donc on ne connaît pas l'unité d'onde. Donc voilà. Ça peut être une élongation en mètres, ça peut être, je veux dire, une tension en volts, ça peut être un courant en ampères, etc. Bon, enfin bref. En tout cas, c'est un signal sinusoïdal. Alors ici, j'ai dit la pulsation et la phase initiale. Ben, donc quand on connaît ces trois paramètres-là, on connaît le signal. Bon, et là, j'ai fait l'étude de phi0 par rapport au sinus. Ben, j'ai une fonction sinusoïdale pure qui passe par 0,0, donc c'est le sinus. Et le phi0 égale 0. La pulsation, je l'ai, et l'amplitude, j'ai les trois paramètres pour décrire mon signal. Et donc, c'est une fonction sinus, mais ici, comme je travaille avec les complexes, j'avais dit que bon, je vais travailler avec le cosinus. Voilà. Donc, ce qui veut dire que psi de t, il vaut 10 fois sinus 628 t. Il faut que je ramène en cosinus. Alors, pour ramener en cosinus, ben, il faut, je rappelle que le premier cadran, le sin de 30, il vaut cos 60. Le sin de 45, il vaut le cos de 45. Le sin de 60, il vaut cos de 30. Sin de 0, il vaut cos 90. Et le sin de 90, il vaut cos 0. Pourquoi? Ben parce que sinus et cosinus sont des angles complémentaires. Enfin, les angles, pour des angles complémentaires, le sinus d'un angle est égal au cosinus de l'angle complémentaire. Complémentaire par rapport à pi demi. Hein. Voilà, pi demi moins alpha. Et donc, j'écrirai ici psi de t est égal à 10 sinus 628 t, ce qui fait en cosinus 10 cosinus pi demi moins 628 t. 628 t. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que cosinus alpha est égal à cos de moins alpha. Deux angles opposés ont même cosinus. Donc, si je prends l'opposé, c'est aussi valable. Je m'excuse. Pourquoi je fais ça? C'est pour amener en cosinus oméga t plus phi. C'est pour amener, si vous voulez, en... Je prends juste opposé. Voilà. C'est pour amener en cosinus oméga t plus phi 0. Et donc, là, j'ai directement la phase. Hein. La phase initiale, elle vaut moins pi demi. Par rapport au cosinus. Hein. Attention, c'est par rapport au cosinus. Tout à l'heure, c'était phi 0 par rapport au sinus. Hein. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un petit... voilà, j'ai donné une petite explication par rapport au phi 0, s'il est par rapport au sinus ou au cosinus. Mais si moi, j'ai fait un phi 0 par rapport au sinus, voilà, c'est un phi 0 par rapport au sinus. J'aurais pu chercher le phi 0 par rapport au cosinus, je l'aurais eu directement. J'aurais trouvé moins pi demi, parce qu'on sait bien que le cosinus est décalé de pi demi par rapport au sinus. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le signal, il vaut, en scalaire, psi de t, en tout temps. C'est temporel, hein, c'est instantané, ça. Hein. C'est une composante instantanée du signal. Vous pouvez à tout moment avoir
savoir quelle est la valeur scalaire du signal. Voilà. Alors maintenant, si je le veux en nombre complexe c'est psi chapeau. Psi chapeau T. Alors là, je mettrai en exponentielle complexe. Mais attention qu'en exponentielle complexe, je prendrai la partie réelle. On sait bien qu'on prend la partie réelle. Ce que je devrais faire, c'est la partie réelle de z de EJ oméga t plus phi 0, c'est-à-dire ici 628t moins pi demi. Voilà. On sait bien que c'est la partie réelle qu'on prend, parce que j'avais défini au départ que quand j'avais un signal complexe, ben, je prenais directement le cosinus. Par, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, par... comment est-ce qu'on appelle ça, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, c'est par... c'est moi qui me fixais la règle. Je fixais la règle que je prenais le cosinus, et donc je prenais la partie réelle. Je prenais le cosinus parce que c'était... c'est moi qui choisis, c'est arbitraire, hein. Prendre le cosinus, ou que vous preniez le cosinus ou le sinus, c'est arbitraire. Alors, voilà, le mot que je cherchais, c'est convention. C'est conventionnel. Je prends le cosinus ici parce que c'est conventionnel. Alors j'ai dit par convention que je prenais le cosinus quand j'avais des ondes sous forme complexe. Par convention, c'est arbitraire. Si vous avez envie de prendre la partie imaginaire, vous aurez un sinus. Moi, j'ai décidé que quand j'utilisais les complexes, je prenais toujours le cosinus. Et quand je travaille en électricité, je prends le sinus. Quand je travaille avec certaines ondes, des ondes qui ne demandent pas, je veux dire, forcément des complexes, je travaille en sinus aussi. Donc je prendrai à ce moment-là la partie imaginaire, mais sans travailler par les complexes. Mais en vous disant ça, qu'une fois que la convention est prise, ben, je ne mets plus partie réelle. Hein. Puisqu'on sait qu'on prend toujours la partie réelle, ben, je vais noter tout simplement ceci. Et que conventionnellement, je prendrai la partie réelle. On sait bien que je prendrai le cosinus. Par convention. Donc je n'ai pas besoin de... Comme je le fais tout le temps, ben, je n'ai pas besoin d'écrire et recette. Alors, il manque encore quelque chose. Ça, j'ai le scalaire, donc j'ai la fonction instantanée à tout moment sous forme scalaire. J'ai la fonction, je veux dire, j'ai le complexe en tout point. Enfin, en tout instant, j'ai le complexe. Ouais, en cosinus, je prends le cosinus. Hein, voilà. J'ai la fonction instantanée, mais vue sous forme de complexe. Et puis après, je peux avoir la forme vectorielle. Hein. Voilà, je peux avoir la forme vectorielle. Alors, la forme vectorielle, on l'indique plus en représentation dans le cercle de Fresnel. Dans le cercle de Fresnel. C'est-à-dire que, bon, je prends ici un cercle. Voilà. Attention que le cercle n'est pas pris n'importe comment. Hein. Là, il faut, encore une fois, une échelle. Hein. Alors, vous mettez une échelle. Par rapport à l'onde, bien sûr. Là, par exemple, vous allez mettre 10. 10 unités égale... ouais, ici, je sais pas combien... On va dire 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 10 unités de l'onde vaut 4 cm. Voilà, c'est-à-dire que le rayon ici, il vaut 10. Alors 10, pourquoi? Parce que je dois représenter l'amplitude. Il faut l'amplitude, qui est la valeur maximale de l'onde. Et bien sûr, ce qu'il me faut, bon, on sait bien qu'il tourne à la vitesse, à toujours à la même vitesse, oméga radians par seconde. Alors à combien? Ben, il tourne à 628 radians par seconde. Voilà. Donc, mais ici, c'est une photographie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, je fige la chose. Parce que si vous voulez le signal, je le dessine sur GeoGebra. Voilà, j'aurai ceci par exemple. Là. Sur GeoGebra, j'aurai 10 sinus. Voilà. X qui est oméga t. Voilà. Moins pi demi. Cosinus, là, cosinus, je m'excuse, c'est un cosinus.
c'est un cosinus. Voilà, et donc on retombe bien sur la sinus. Donc ça c'est le signal, vous avez le signal là. Voilà. Et alors, bien sûr, là le signal, il est décalé de, bon j'ai déjà l'amplitude, j'ai mis l'amplitude, la pulsation, on sait bien qu'il tourne à la vitesse de 628 radians par seconde, et là je n'ai plus qu'à mettre le déphasage il est ici. Donc le signal, la phase initiale, enfin déphasage par rapport au zéro, hein, par rapport au zéro ici, c'est ça que je veux dire. Quand je dis déphasage par rapport à ça, donc j'ai la phase initiale ici, voilà, qui est phi 0, qui est égal à moins pi demi. Et là j'ai le vecteur psi, voilà, à un instant de départ, un instant que je vais appeler tx. Donc ici, si vous voulez, c'est, si vous voulez vraiment ça, c'est oméga tx moins pi demi. Bon, c'est un instant tx. Parce que le vecteur, il va se déplacer. Hein. Le vecteur, il n'est pas toujours là. Le vecteur, il n'est pas toujours là, je vous le dis tout de suite. Le vecteur, il va tourner à une certaine vitesse. Voilà, il va se déplacer. Et là, on va changer. Et ce qu'on indique ici, c'est juste la phase de départ initiale, qui est la phase initiale par rapport au cosinus. La phase initiale, c'est 0, 0. 0, 0 ici. À comparer par rapport, bien sûr, à 10 cosinus x. Voilà. Donc il y a un déphasage. Alors, l'onde est peut-être strictement au niveau temporel. Bien sûr, on a x plus grand ou égal à 0. On a bien sûr le f. Bien sûr, et je mettrai aussi pour le g positif. Je fais la même chose pour le g. Voilà les deux ondes. Et vous voyez que le cosinus, il me sert de référence pour voir la phase initiale par rapport à un déphasage d'un cosinus qui passerait d'un véritable cosinus. Et on voit bien qu'entre deux maximums, ben, on a, voilà, je prends le maximum de cette fonction-là, qui est f entre 1 et 3, le point maximum. Je vais chercher un deuxième maximum qui est le maximum de G entre et j'ai déjà, je prends le 0, G entre moins 1,0. Bon. Voilà. Et je mesure la distance CB. Voilà, c'est pi demi. C'est pi demi. Alors maintenant, je vous rappelle que pour voir qui est en avance et en retard, bah, ici je me suis référé. C'est en arrière, hein, c'est tout simplement pi demi en arrière. Il est pi demi en arrière. Il est pi demi en arrière par rapport au 0. Et le 0, c'est le cosinus. Donc là, vous allez avoir le cosinus. Là, le cosinus. Là, c'est le cosinus x. Et là, c'est le cosinus x moins pi demi. Bien sûr, avec l'amplitude qui vaut 10. Alors, qui est en avance, c'est le cosinus x. Il est en avance. Pourquoi? Parce que si vous faites la différence, 10 cosinus x, qui est ma référence 0, 10 cosinus x, et 10 cosinus... x c'est oméga t. Hein. Bon, il tourne une certaine vitesse. Je vous l'ai dit, la vitesse est 628 radians par seconde. Et x moins pi demi. Ben, le déphasage, ici c'est x moins 0. Donc on a phi 1. Là on a phi 2. Le déphasage c'est phi 1 moins phi 2. Ou phi 2 moins phi 1. Dans tous les cas de figure, ici, phi 1 moins phi 2, c'est 0 moins pi demi, ce qui fait pi demi c'est positif, alors que l'autre ce sera moins pi demi, moins 0, c'est négatif.
Donc, quand c'est positif, ça veut dire que phi1 moins phi2 positif. Ça veut dire que phi1... Alors ici, bien sûr, j'appellerai ça par exemple psi1 et l'autre psi2, bien sûr, de t, de x. Voilà, alors ici, phi1 moins phi2 négatif, phi1 plus grand que phi2, phi1 plus petit que phi2. Donc ça veut dire qu'ici, phi1, c'est le signal 1, il est en avance sur le signal 2. Donc psi1 en avance sur psi2. Et donc psi2 en retard sur psi1. Voilà. Pour celui-là, phi1 moins phi2, phi1 plus petit que phi2. Ah non, attention qu'ici c'est phi2 moins phi1. On doit trouver la même chose. Négatif, c'est qui veut dire que phi2 plus petit que phi1. Et si phi2 plus petit que phi1, ben ça veut dire que phi2 est en retard. Psi2 en retard. On retrouve la même chose hein, sur psi1. Et donc psi1 en avance sur psi2. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, psi1 est en avance. C'est ça que je veux dire. Dans tous les cas de figure, vous faites l'étude avec phi1 moins phi2 ou phi2 moins phi1, vous retombez sur la même conclusion. Et d'ailleurs ici, phi2 plus petit que phi1 signifie que phi1 plus grand que phi2. Et vous retombez sur le cas ici. Voilà. Et donc c'est pour vous dire que si je prends la référence 0, mais l'autre il est en retard de pi demi. Voilà. Donc on a... qu'est-ce qui est en retard? C'est psi2. C'est-à-dire le pi demi. Donc si je fais une comparaison ici, le pi demi il est en retard. Voilà, le pi demi, c'est celui-là. Voilà, celui-ci il est en retard sur celui-là. Il est en retard sur celui-là. Alors je rappelle que cosinus x, je rappelle que le rouge c'est le sinus x, hein, qui est cosinus x moins pi demi. Voilà, le sinus x ici, ça c'est le sinus x qui est le cosinus x moins pi demi. Lui il est en retard sur la fonction cosinus qui est là. Donc si vous voulez, le rouge est en retard sur le bleu. Le rouge est en retard sur le bleu. Le rouge est en retard sur le bleu. C'est normal parce que quand on regarde bien les sinusoïdes, voilà, si on regarde bien les sinusoïdes, je vais ramener le bout manquant de celui-là. Voilà, c'est comme si, voilà, lui il avait démarré avant. Un temps, lui, il arrive en zéro, il démarre en zéro. En ce temps-là, T, voilà, T final. Alors que lui, il avait déjà démarré en zéro, en T, enfin, ici, je ne vais pas mettre T final, je vais mettre T2. Ah, lui, il avait déjà démarré en... lui, il démarre en T2 en 0, et lui, il avait déjà démarré en 0 en T1. Donc, lui, il est en avance, le bleu là est en avance, qui est le cosinus, hein, ça c'est le cosinus x. Il est en avance sur le rouge. Le rouge est en retard. Et le rouge, c'est cosinus x moins pi demi, qui n'est rien d'autre que sinus x. Voilà. Donc le cosinus est en retard sur le sinus, si vous voulez. Le cosinus est en retard sur le sinus. Voilà. Et donc là, vous avez tout. Vous avez le scalaire, vous avez le complexe. Alors, le complexe, je peux le mettre en alpha plus bêta j, c'est pas un problème. Hein. Bon, c'est pas un problème. Tout complexe, on peut le mettre sous forme de alpha plus bêta j. Parce qu'ici, j'aurai
J oméga t plus phi fois une amplitude. Et, ça, c'est l'onde complexe. Donc ici, je l'ai bien donné sous trois formes. Hein. Complexe, scalaire et vectoriel. Mais la vectorielle, c'est en représentation vectorielle. Donc dans le cercle de Fresnel. C'est en représentation sur ce... Et donc le déphasage est de pi demi. Il est de pi demi en arrière, hein, parce que c'est moins pi demi. Donc c'est pi demi en arrière par rapport au zéro. Voilà, par rapport au zéro. Alors j'ai mis un cosinus pour voir le zéro où il était. J'ai mis une référence cosinus, comme ça je fais le déphasage entre deux cosinus. Et on sait voir que il y en a un qui est en arrière, l'autre est en avance. L'avance c'est la référence. Et l'arrière c'est le cosinus pi de, x moins pi demi. Voilà. Ceci étant dit, je peux mettre sous forme de a plus bêta j, sachant que là, ben, bien sûr, j'ai une fonction temporelle complexe, puisque j'ai psi de t comme ceci. Et ça, bien sûr, je peux l'écrire a j oméga t fois e j phi. De toute façon, j'ai même pas besoin d'écrire ça comme ça. Je peux tout simplement écrire que j oméga t plus phi, c'est un complexe. Hein. C'est un nombre complexe, alpha plus bêta j. Je peux directement l'écrire comme ça. Et donc, tangente à phi, ben, c'est bêta sur alpha. Voilà. Et alpha carré plus bêta carré racine carré. Normalement, ce que je devrais faire, c'est a alpha plus a bêta j. Voilà, je devrais faire ça. Mais, enfin bref. Ici, j'aurai au moins le module de ce complexe-là. Au moins celui-là. Après, je multiplie par A. Bien sûr, ça c'est le module de Z. C'est le module de Z. Z étant ceci. Il ne faut pas oublier qu'on a A fois Z. Hein. C'est A fois Z qu'on a. Hein, c'est A fois Z. Et donc, l'amplitude, ben, c'est l'amplitude de A fois l'amplitude de Z. Hein, parce que si voilà, c'est l'amplitude de A fois l'amplitude de Z. Voilà. Maintenant, je peux faire autrement. Hein. Bon, je peux faire autrement. Je peux dire... Je peux faire autrement. Je peux dire toujours psi de t en complexe est égal à AEJ oméga t plus phi. Je peux dire que c'est AEJ oméga t fois EJ phi. Et donc, rassembler, donc je vais avoir EJ oméga t fois E à E J phi. Voilà. Et là, voilà. Et le complexe, je dirais que c'est ceci. Le complexe, je dirais que c'est ça. Donc j'aurai, si vous voulez, EJ oméga t fois alpha plus bêta j. Voilà, je dirais que le complexe, c'est plutôt celui-là. Dans ce cas-ci, ça dépend comment on voit la chose. Hein. Et donc là, à ce moment-là, là, le module, il ferait alpha carré plus bêta carré. Voilà. Là, on aurait a carré. Voilà. On aurait a carré. Et tangente phi, c'est bêta sur alpha. Voilà, ça, on peut décomposer comme ça, ou on peut décomposer, je veux dire, comme je l'ai fait ici. Chercher, petit instant.
Ah, ici. Je peux dire que ceci constitue un complexe alpha plus bêta J. Mais le problème, c'est que ça, c'est... Vaut mieux pas mélanger le temporel là-dedans. Voilà. Donc ceci, je vais retirer. Je vais les retirer. Parce que vaut mieux pas mélanger le temporel. Parce que là, c'est vrai que j'ai mis alpha plus bêta J, mais je devrais quoi? Je n'ai pas de temporel là-dessus. Donc si je vais effacer. Bon, je vais retirer cette bêtise. Hop, j'efface. Bon. Parce que pourquoi? Parce que c'est vrai que le temporel, il faudrait que je le prenne en compte dans le complexe. Vaut mieux le mettre de côté, le temporel. Vaut mieux le mettre de côté. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, l'aspect temporel, je le mets de côté. Et comme ça, j'isole la pulsation. Hein. Là, en faisant ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amplitude, la phase, voilà, et j'isole par rapport à la pulsation. J'isole la pulsation. Parce que la pulsation, généralement, quand on fait des études de signaux, la plupart du temps, je veux dire 80% ou 70% ou 80% des cas, mais on étudie des compositions de signaux de même fréquence et de même fréquence, et donc de même pulsation et donc de même période. C'est pour ça que là, quand c'est des signaux de même pulsation, même fréquence, ben, voilà, on l'extrait, on sait bien que si vous composez des signaux de même fréquence, par exemple, vous faites une somme de deux signaux de même fréquence, ben, la somme sera de même fréquence que les deux signaux précédents. Donc, quand on isole le EJ oméga T, on sait bien que la finalité, on aura du EJ oméga T. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de le scinder comme ça. Maintenant, quand c'est des fréquences différentes, bon, ça veut dire que c'est des vitesses différentes, ça veut dire qu'il faut traiter la chose autrement. On ne traite plus la chose d'une manière avec un seul cercle à ce moment-là. Ben là, on va retomber sur les figures de Lissajou. Voilà, c'est mieux de le voir avec les figures de Lissajou, de mettre deux cercles dont on a deux vitesses angulaires différentes. Les omégas sont différents, donc il y en a un qui tourne vite, il y en a un qui tourne plus vite que l'autre, parce qu'ils ont des vitesses angulaires différentes. Donc ça veut dire que là, il faut travailler avec voilà, deux cercles pour essayer de dessiner la figure de Lissajou. Donc c'est mieux de le voir comme ça, d'isoler le oméga comme ça, la pulsation, et comme ça on a tout. L'amplitude au carré vaudra alpha carré plus bêta carré. Bien sûr, il faut trouver le complexe alpha plus bêta j. On sait l'avoir parce qu'on a EJ-phi. Si on a voilà, EJ-phi fois A, ben on connaît tout. Hein. Je peux trouver le complexe. Hein. Une fois que vous avez la forme exponentielle, on peut trouver la forme algébrique. Et quand on a la forme algébrique, on peut trouver la forme exponentielle. Ben, c'est aucun problème. On peut passer de l'un à l'autre. Voilà. Et donc, la phase, qu'est-ce qu'elle vaut, phi? Ben, c'est bêta sur alpha. Alors, entre parenthèses, tangente phi qui vaut cos phi sur sin phi. Hein. Cos phi sur sin phi. Qui est très intéressant. Enfin, sin phi sur cos phi, je m'excuse. Qui est très intéressant pour savoir où se trouve, dans quel cadran se trouve le signal. Dans quel cadran se trouve le signal. Voilà. Parce qu'il y a encore une question qui se pose, c'est de savoir où se trouve le... alors, comme tangente phi est valable à pi près, tangente phi, c'est sin phi sur cos phi, valable à pi près, je rappelle, c'est comme ça, c'est parce que la fonction sinus, c'est comme ça, c'est plus, moins, c'est valable à pi près. Eh bien, on fera une étude de tangente phi, voilà, tangente phi, quand le cosinus phi, voilà, là, quand il est positif, là, il est négatif, il est positif ici et là. Donc, on se trouve soit dans ce cadran-là, ou ce cadran-là. Qu'est-ce qui va déterminer la chose? C'est le cosinus phi. Alors, si le cosinus phi est positif ou négatif, si le cosinus phi est positif, cosinus phi négatif. Alors, le cosinus, c'est plus, moins. Ça, c'est le cosinus. Donc, ça veut dire que si tangente phi est positif et cosinus phi est positif, on est dans le cadran ici. Si tangente phi est positif, cosinus phi négatif, on est dans le cadran ici, dans ce cadran-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier cadran. Ça, c'est le deuxième cadran. Tangente phi négatif. Ah non, je m'excuse, ici, c'est tangente phi positif. J'ai radé. Donc ça, c'est le positif. On est
Ça, c'est le troisième. Troisième, j'excuse. C'est le troisième cadran. Troisième cadran. Tangente phi négatif. Donc, on est dans le troisième. Ici, on est dans le troisième. Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est le troisième. Alors, négatif. Tangente négative, c'est soit là ou là. Alors, le cosinus, il est positif. Il est positif. Ah, je me suis complètement... J'étais un peu trop vite. Je m'excuse. Je vais recommencer ça parce que j'ai mal fait les choses. J'ai mal fait les choses. Je m'excuse. Je m'excuse parce que c'est vrai qu'ici, j'étais brouillon et je me suis moi-même fait des erreurs. Donc, je vais recommencer par rapport à deux cercles. Comme ça. Voilà, on va les décomposer. Comme ceci, et comme ça. Alors, là, je vais mettre la tangente, alpha, phi, cosinus phi. Oui, cosinus phi. Alors, déjà, cosinus phi, c'est plus, plus, moins, moins, déjà. Je m'étais trompé là-dessus. Plus, plus, moins, moins. Parce que ce que j'ai marqué, c'était plus, plus au-dessus. Ça, c'est le sinus. Tangente phi positif. Positif en tangente, c'est là et là. Ensuite, on a tangente phi négatif, c'est là et là. Voilà. Et tout va dépendre du cosinus. Il faut voir le cosinus. Il faut regarder le dénominateur. Cos phi positif, cos phi négatif, cos phi positif, cos phi négatif. Voilà. Alors, maintenant, tangente phi positif. J'ai dit que c'était là et là. Mais le cosinus phi, il est positif. Donc, c'est ce que le cosinus phi. Là, il est négatif, le cosinus. Mais là, il est positif. Donc, on va prendre... C'est le premier cadran. Donc, ça, c'est le premier cadran. Alors, cosinus, tangente phi positif. Positif, c'est là et là. Voilà. Et le cosinus phi est négatif. De toute façon, il n'en reste plus qu'un. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est troisième cadran. Alors, tangente phi négatif. Tangente phi négatif, c'est soit là ou soit là. Voilà, mais le cosinus phi positif, dans le quatrième, voilà, quatrième cadran, et donc 1, et là, il ne restera plus que le deuxième cadran. Voilà. Donc, si la tangente phi est positive, ben, et que le cosinus phi est positif, ben, ça veut dire que, voilà, l'onde, elle va se mettre comme ceci, en vecteur, dans le premier cadran. Maintenant, si la tangente phi est négative et le cosinus phi est positif, on est dans le quatrième cadran. Ça veut dire que l'onde va se mettre ici quelque part. Alors bien sûr, il y a les cas particuliers. Les cas particuliers, c'est ici, mais ça, on sait le voir tout de suite. Quand on est ici, les 4 points là, on sait le voir tout de suite. Soit on a 0, tangente phi égale 0, tangente phi égale voilà, l'infini. Voilà, et tangente phi égale de nouveau 0 égale moins l'infini. Ça, on sait le voir tout de suite. C'est voir, bon, si on a les 4 points là. Mais sinon, il faut y faire une étude du tangente phi s'il est positif ou négatif, et voir le cosinus, le dénominateur, s'il est positif ou négatif. Et bien sûr, le phi, il est connu. Hein. Le phi, il est connu, parce que vous l'avez déterminé. Voilà, le phi, on l'a déterminé par bêta sur alpha. Voilà. On a même l'amplitude, parce qu'on a alpha carré plus bêta carré. On a tout. Ici, on a tout. Je vous remercie.